Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un chouïa de spoil. Donc si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier, je vous conseille de zapper le titre en particulier et de toute façon il y a le chapitrage qui est juste ici et en description il y a le timer de chacun des titres dont je vais parler. Donc voilà, vous êtes prévenus et on commence maintenant. Tout d'abord, The Quintessential Quintuplé, tome 5, donc c'est le tome qui marque ce qui se passe après la saison 1, donc moi qui n'ai vu que l'animé et je connais la fin du manga, je me suis auto-gâché la fin pour pas qu'on me la spoil. C'est de l'inédit en fait, donc du tome 5 jusqu'au tome 14, ça va être du total inédit, j'ai découvert plein de choses, je vais découvrir les personnages, ça va être fabuleux. Donc c'est, donc, comme j'ai dit, le tome qui se passe juste après le gros arc des... alors c'est pas des vacances, c'est le camp d'été, le camp de vacances du lycée, qui était un gros arc d'un tome entier quasiment. Là on revient sur une succession de plus petites histoires, plus modestes, qui vont sûrement arriver sur un arc plus conséquent. Et il y a plein de petites histoires fabuleuses, notamment j'aime beaucoup le passage où Futaro arrive, il voit une des sœurs pas en maillot de bain mais en tenue post-douche, elle lui jette un truc à la gueule et c'est des notes. Il sait pas c'est qui. Et donc il enquête. Ça, j'ai trouvé ça super cool. Il y a eu le passage de la gifle. Itsuki qui gifle Nino. Fabuleux. Il y a eu le petit passage aussi où il est en rencard avec Yotsuba. C'était génial, Yotsuba, elle en joue à fond. Elle est en train de lui dire, ah là, hein, tu seras avec moi, hein, tu seras avec moi. Hein. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là, mais... Va étudier, toi. C'était génial. Et la fin. La fin. Alors, qui est-ce? Alors, je crois savoir qui c'est, vu qu'on m'a spoilé la fin. Donc si c'est la mariée, je sais qui c'est. Mais j'avoue que... Ah oui, aussi, je vais en parler. Dans ce tome-là, on découvre... Alors on le savait déjà dans le tome précédent, mais Futaro se souvient qu'il a rencontré une des jumelles, enfin une des quintuplettes, il y a très longtemps, mais c'est pas laquelle. Et d'après ce que j'ai compris, c'est censé être la future mariée. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite, parce que c'est trop bien. Seven Deadly Sins, tome 40, avant-dernier tome des 7 péchés capitaux. Le dernier sort au mois de février 2021, donc c'est le grand combat contre le roi des démons, combat final contre l'entité démoniaque, le roi des enfers, le père de Meliodas et de Zeldris, le chef des 7 péchés capitaux, non des 10 commandements plutôt. Un combat que j'ai trouvé vraiment classe, mais voilà, après des tomes et des tomes un peu chiants, finir sur un combat qui est bien, c'est moyen. Voilà, faut le dire. J'ai trouvé la mort de Escanor vraiment touchante. Le passage où il raconte qu'il aime Merlin depuis toujours et que Merlin dit ouais, je t'aurais rencontré il y a 3000 ans, je t'aurais aimé, mais il s'est passé des choses. Qu'on découvre plus tard qu'elle a aimé Meliodas, sauf qu'elle était trop jeune et que lui il est déjà amoureux de Elisabeth. Et on découvre des trucs sur aussi sur Merlin. Notamment le fait qu'elle veut recréer le roi du chaos, qui n'est autre que Arthur. Et ce qui est dommage, c'est que l'auteur, il a commencé à rentrer sur un méga arc, à un tome de la fin. Tu sens qu'il veut créer un background de ouf, autour de Arthur, de Merlin et des Chevaliers de la Table Ronde, pour son prochain titre. Mais c'est un peu dommage de sacrifier la fin de son manga pour son prochain. Et voilà. Parce que, j'avoue très clairement, je suis un petit peu hypé sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais pas tant que ça. Après s'être tapé une dizaine de tomes pas ouf de Seven Deadly Sins, te dire que tu vas retaper une autre série super longue sur les enfants dégueulasses, parce que on en parlera dans le prochain tome, mais le fils de Meliodas, il est dégueulasse, faut le dire très clairement. On en parlera dans le prochain tome. Voilà, donc on passe au tome suivant. Jojo, partie 8, Jojo Lion, tome 18. Alors, c'est un petit peu le cas depuis un ou deux tomes, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans les combats, à suivre les combats, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup trop de trucs, et mon cerveau arrive pas à tout retenir. Il faudrait que je me refasse la partie de A à Z pour me remettre dans les personnages, dans l'univers, dans la situation. Parce que là, j'avoue que comme je ne sais plus du tout pourquoi ils font ça, alors je me souviens de cette histoire d'homme-pierre, de fruits, tout ça, mais je sais plus les raisons pour lesquelles ils font tout ça, que je décroche. En fait, je ne suis plus les combats, je les lis, je les apprécie graphiquement, mais en fait, j'ai même pas envie de savoir pourquoi ils se battent et comment ils résolvent le combat. Ce qui est un peu dommage. Le seul truc que je retiens de ce tome, c'est qu'il y a un chapitre, on va dire, standalone, one shot, sur Yasuo, donc c'est la copine, enfin la copine du héros, enfin c'est sa copine, l'héroïne, et donc sa rencontre avec un stand il y a longtemps, et l'histoire de Capelle, enfin c'était
waouh, là on était vraiment dans le délire film d'horreur, un peu étrange, c'était vraiment cool. Et j'aime bien Jojo Lion, mais là j'avoue, vraiment que je me retape les 18 tomes d'un coup pour bien me remettre dans le bain. Je l'ai dit dans le tome 17 et c'est encore plus vrai dans ce tome 18. Voilà. Mais c'est trop bien Jojo Lion, mais là j'avoue que j'ai un peu décroché l'histoire. Maison Ikoku, tome 4, donc je poursuis cette œuvre de Rumiko Takahashi en même temps que je lis Ranma 1/2, l'édition collector, enfin l'édition de luxe. Et je m'arrête un petit peu, c'est bien, mais j'avoue que j'ai toujours une préférence pour Ranma et Inuyasha. J'avoue que ce tome-là est vraiment super bien, notamment l'arrivée du personnage de la grand-mère, qui arrive et qui chamboule tout, et le héros il est un petit peu, il sait pas trop quoi faire, quoi dire, parce que il y a la grand-mère qui est là et qui lui fait du rentre-dedans en disant hey, elle est bien, tu pourrais te marier avec elle, fait mais non, et comment ça non, fait mais c'est pas non contre toi, c'est non, genre c'est pas le moment de se marier, et elle dit quoi, tu veux pas te marier, ça j'ai trouvé ça génial, tous ces passages là avec la grand-mère qui est fabuleuse, c'est le personnage, elle m'a mis un méga smile pendant tout le tome. J'ai aussi, alors c'est le gros passage qui est resté dans ma tête, c'est le passage cosplay où t'as la gardienne qui se déguise en lycéenne et le héros il est en mode waouh, elle est trop belle, et après il se déguise en lycéen et ça part en vrille. Enfin, ce chapitre là, c'est du what the fuck total et c'était génialissime. Voilà, Maison Ikoku, j'aime bien, mais j'avoue que je poursuis pour Rumiko Takahashi, je le dis à chaque fois, mais voilà, c'est pas un coup de cœur pour l'instant, peut-être que ça va devenir par la suite, et je suis curieux de voir la suite. Orochi, tome 2 de Kazuo Umezu. Alors j'avais parlé, je crois, du tome 1 en début d'année quand il était sorti, et je pensais que c'était un one-shot, parce que ça avait vraiment, dans le tome 1, tout l'esprit, on va dire, d'une succession d'histoires courtes comme les one-shots qui sont chez le Lézard Noir. Et en fait, non, c'est une série en 4 tomes, où en fait on va suivre Orochi, une jeune fille qui est immortelle et qui va traverser les âges et qui va observer des gens qui ont des problèmes ou des pouvoirs. Et j'avoue que pour avoir lu L'école emportée, il y a pas longtemps, pendant le mois d'août, passer sur Orochi, je trouve ça un peu moins bien. Alors graphiquement, j'adore le style de Kazuo Umezu, c'est vraiment ce côté des enfants qui vivent des choses horribles, qui ont des réactions de ouf, qui arrivent des choses, ça j'aime bien. Mais j'avoue que l'histoire en tant que telle, je suis moins rentré dedans que dans L'école emportée. Même s'il y a des bonnes histoires, j'aime beaucoup l'histoire avec le gamin qui a un trou dans la gorge parce que étant gamin, il y a un voleur qui l'a attaqué et ça lui fait une putain de cicatrice et sa mère elle l'aime pas et il sait pas pourquoi et il va enquêter et on va suivre ça pendant des années et Orochi va observer tout ça. C'était génial. Il y a le chapitre aussi avec le menteur qui sait que ses parents c'est des connards, qui le dit et tout le monde dit non mais t'es qu'un mytho et il dit mais non je suis pas un mytho, je suis pas Serge le mytho. Voilà, c'était vraiment super bien, mais c'est vrai que si vous voulez lire du Kazuo Umezu, c'est méchant pour les Lézard Noir, mais lisez L'école emportée, et faut que je me lise Je suis Shingo, parce que je sens que c'est une dinguerie, j'ai pas encore commencé, et voilà. Orochi c'est pas mal, je poursuis pour la collection, il y a en plus 4 tomes, voilà, je me dis bon, j'irai jusqu'au bout, peut-être que les 2 suivants vont être géniales, mais c'est vrai que là sur les 3 histoires de ce tome-là, il y en a une qui est géniale, l'autre qui est pas mal, et la dernière, celle du milieu, j'ai trouvé moyen. J'ai pas ouf, j'ai pas été marqué plus que ça par l'histoire. Mob Psycho 100 tome 16, ou Mob Psycho 100 tome 16, c'est le dernier tome de Mob Psycho, avec un bon tome de 230 pages. Waouh, juste une dinguerie, là, je trouve que le One, c'est totalement lâché en termes de dessin, il y a plusieurs pages où le découpage est ouf, la mise en scène est ouf. Je vais mettre pas mal d'images parce que j'ai trouvé vraiment le passage où Mob passe en mode point d'interrogation pour cent qui est totalement nos limites et qui avance tout droit pour retrouver la fille à qui il veut déclarer sa flamme. Et j'avais toute l'avancée où t'as tous les mecs qui l'ont rencontré, ils disent non, je vais t'arrêter, et blah, il avance, il dit il continue, et on se rend compte qu'il a toute une folie en lui. Et même jusqu'à ce que son maître, alors dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, lui révèle la vérité et qu'il se dit bon bah voilà, maintenant il reprend ses esprits, il va voir la fille qu'il aime, il se déclare et elle lui dit non, t'es juste un ami. Et tu te dis merde, c'est cet homme pour ça, foutez-vous de ma gueule. Et fin du manga, alors petit épilogue où Mob devient enfin ce qu'il a toujours voulu être, quelqu'un de normal, il utilise plus ses pouvoirs, il est toujours dans le club d'athlétisme, et enfin de musculation plutôt, de culturisme. Et voilà, fin du manga, j'ai trouvé c'était une fin parfaite.
Alors, c'est dommage pour le héros, parce qu'il 15 tomes pour déclarer sa flamme, et au final, elle dit non. C'est un peu triste. Surtout qu'en plus, on te vend un truc, hein, pendant tout le tome, on a l'impression qu'elle va lui dire oui, 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 avec le fait qu'elle ait rencontré le maître du héros, qu'elle ait dit ouais, je pense qu'il a dit la vérité, je sais quoi dire maintenant. Et je lui dis merde, elle va lui dire oui, c'est enfin la fin heureuse pour Shigeo. Et non. Et j'ai trouvé ce retombé de soufflet génialissime, le personnage qui a pété un câble et qu'au final, elles disent non, bah voilà, il pète pas un plomb et il va faire ce qu'il a toujours voulu faire, vivre une vie normale. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Et ouais, Mob, vraiment super bien, 16 tomes de pure dinguerie. Voilà, pure dinguerie. Même si le dessin peut laisser à désirer, l'histoire en elle-même est trop bien. Et ben vivement la 3e et dernière saison en animé qui va être fabuleuse. Parce que là, ce qu'on a eu là, mais en animé, ça va être une dinguerie sans nom. Il n'y a pas d'autre mot. Le passage où il va avancer en ligne droite en mode infini %, ça va être génial. Sentia Show, tome 13. Alors, c'est un tome sur le personnage qu'on voit en couverture, Xiaolin, le chevalier, enfin la Sentia du petit ours. Donc, c'est un pandarou en fait, son armure. Un petit combat contre sa. Alors, c'est plus si c'est sa sœur ou si c'est juste son ami d'enfance, j'ai un doute, qui est devenu un ennemi. Donc, le combat fraternel jusqu'au bout. Donc, du Senseiya pure souche, on va dire. Combat fabuleux, flashback, attaque spéciale. On a aussi un combat de Milo. Et ça va être une dinguerie. Là, le prochain tome va être une pure dinguerie. Et je m'y attendais tellement pas. Mais la fin du tome, où t'as un méchant, enfin, alors, je sais plus comment ils s'appellent les méchants, c'est les hydres. Enfin, non, c'est pas les hydres. C'est les. C'est Eris, la déesse de la discorde. Mais les dryades, voilà. C'est les dryades qui attaquent le sanctuaire. Et là, j'ai vu les symboles, je me suis dit, oh mon dieu. Tenhu Orin, le trésor des cieux. Chacal, le chevalier de la Vierge, qui lui fait sa technique ultime où tu perds tes 5 sens, et il résiste. Et je me suis dit, waouh, Shaka va enfin avoir un adversaire qui résiste à son attaque ultime, parce que souvent il la subisse, mais quand même il résiste. Là, il n'a pas subi l'attaque. L'attaque ne lui a rien fait. On va voir Shaka à 100%. Il a déjà ouvert ses yeux en plus. Ça va être génial. Il va lui faire les 6 enfers de la métempsychose. Ça va être la folie. Le prochain tome, je l'attends avec impatience. Le prochain tome avec Shaka qui va se battre, pure dinguerie. C'est sûr et certain, je signe le prochain tome, je vais hurler. Tome 6 de Basilisk, The Oka Ninja Scroll, donc cette suite spin-off de Basilisk, premier du nom, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne il y a 1 an maintenant. Allez voir la vidéo, elle est vraiment bien. Je suis moyen fan de ce tome. Autant les précédents, j'aimais bien. Là, j'avoue que le combat contre ce personnage-là, je l'ai trouvé osef. Il n'y a rien de marquant dans ce tome-là. Le passage où t'as les deux ninjas, enfin les deux Kunoichi, qui se retrouvent, qui sont lesbiennes et qui couchent ensemble, j'ai trouvé ça malvenu. Ça sort de nulle part. Tu sens le gros fanservice pour faire plaisir aux otaku japonais qui sont en manque de Yuri. Parce que ça aurait été pareil si c'est un homme et une femme, hein, très clairement. Ils sont en pleine bataille finale contre l'ennemi ultime. L'autre elle se dit, eh viens on couche. Alors, je peux comprendre dans le contexte, ouais, on a vécu la mort, on se retrouve, on se fait plaisir. Ils auraient pu juste s'embrasser. J'avoue que là, la scène, et en plus c'est dans 2-3 pages, j'ai trouvé ça gênant, j'ai trouvé ça mais malvenu, j'ai pas du tout aimé. Et alors, là, c'est juste un avis personnel, sur la dernière page, j'ai cru que c'était Oboro et Genosuke. Très clairement, quand j'ai vu la page, j'ai dit, attends, ils s'étaient... Ah non, mais c'est les héros. Sur le coup, j'ai vraiment cru que c'était les héros de Basilisk, hein, tellement ils sont les copies conformes maintenant, c'est incroyable. Et bah, j'ai hâte de lire la conclusion de cette série, qui est pas mal, même si l'animé est nul à chier, ne regardez pas l'animé. Alors, avant de parler des 2 prochains mangas, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur un artbook. L'artbook de Full Metal Alchemist. Et putain, Kurokawa, ils se sont pas foutus de notre gueule là. Cet artbook, déjà à l'édition ultime, deluxe, tout ce que tu veux, de FMA chez Kurokawa, c'est un bijou. Là, franchement, ça élève le niveau des éditions de luxe. Souvent, c'est une édition double avec des pages couleurs, tout ça. Eux, blah, ils ont monté le niveau tellement loin que maintenant, les éditions perfectes de luxe, on va se dire, ouais, c'est nul. Là, franchement, ils ont fait du super boulot. Cet artbook, mamma mia. Mais déjà, ça se voit peut-être pas, mais tout ça, toutes les écritures, c'est en doré. Enfin, alors c'est censé être une encre à chaud, enfin, pressée à chaud. Enfin, il y a tout un travail. Même derrière, c'est doré. Il y a 250 pages couleur. Alors, vite fait vers la fin, je crois qu'il y a un petit reportage, enfin, un interview de l'auteur. Mais sinon, t'as quasiment
200 pages couleur qui retracent du début de FMA, donc les premiers chapitres, tout premiers chapitres de 2000 et quelques, à 2017, donc t'as plus de 15 ans de FMA, de pages couleur qu'avec dessiné l'auteur, ils sont dedans. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes, mais voilà. Alors ça va de tout, ça va juste des petites couvertures qu'elle a fait pour le magazine dans lequel elle a travaillé, aux couvertures des tomes, donc les illustrations qu'on a, elle les a fait en grand format qui sont ici, les pages couleurs qu'on avait dans le magazine, enfin tout. Il y a un travail de ouf, et en plus c'est fait par année, ce qui fait que tu vois l'évolution de son style d'année en année. Là par exemple on est en quelle année? On est en 2009, 2008, et donc ça continue, et tu vois, on voit encore tout son style qui évolue, ses dessins, sa manière d'illustrer, et le papier est de très bonne qualité, enfin c'est incroyable tout ce qu'on a. Je sais pas de mots, c'est pour Okawa là, pour FMA, ils nous ont gâtés, et ça va être compliqué. Honnêtement, c'est sûrement un de mes plus beaux artbooks que j'ai dans ma collection. Alors j'en ai pas des centaines, mais en termes d'artbook, ça c'est vraiment collector. Alors c'est vrai que c'est 39,99€, c'est pas donné, mais si un jour Hiromu Arakawa vient en France, je me dis pas, dédicace au tome 1, tome 2, l'artbook. Y a pas à chier. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et rendez-vous la semaine prochaine pour l'artbook de Dreamland. On va finir vite fait la vidéo, il reste plus que 2 mangas. Tout d'abord, j'ai commencé Hell's Paradise, en fait, il y avait une petite offre chez mon libraire Ayaku Shop. C'était 2 tomes achetés, 1 tome offert, donc le tome 1. Donc je me suis dit, bon, bah, Nisekoi j'ai... je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Il y avait plein de petites séries populaires. Je crois qu'il y avait, je sais pas s'il y avait IQ, mais il y avait toutes les séries plutôt récentes. Il y avait Chainsaw Man, enfin ouais, les séries récentes de Kazé, et la plupart je les avais. Il y avait que Hell's Paradise que j'avais pas. Et le titre me tentait, mais sans plus. Je me dis, je prendrai un de ces 4 quand ça sera terminé, qu'il y aura beaucoup de tomes et que j'aurai plein de séries qui se terminent. Et je me suis dit, bah tiens, 2 tomes achetés, 1 tome offert, ça me fait. J'ai 3 tomes pour le prix de 2. C'est intéressant, donc je les ai pris. Alors j'ai eu les 3 premiers tomes, c'est pas mal. Alors graphiquement je trouve ça super beau, super propre. Il y a un... Alors il y a des gens qui disaient ouais c'est un peu comme Hunter x Hunter. Ouais, il y a un petit peu ce côté un petit peu pas très travaillé des fois dans la façon de travailler de son trait, qui peut rappeler un peu Hunter x Hunter, même si je trouve que ça s'en éloigne un petit peu. Et j'aime beaucoup le fait qu'on suit un shinobi qui est immortel, qui s'est entraîné, qui a des techniques spéciales, qui veut mourir mais qui en fait veut vivre parce qu'il est marié et qu'il veut retrouver sa femme, qu'il aime pas mais en fait qu'il aime, et qu'on envoie sur une île où il y a des monstres chelous qui sont inspirés de divinités et qui tuent tout le monde, et qu'on envoie 9 prisonniers, enfin 9 condamnés à mort, accompagnés de 9, ou non, il y a 10 exécuteurs, voire peut-être plus, une dizaine d'exécuteurs qui vont ensemble. Ça m'a rappelé un peu Gantz, cet esprit, enfin au niveau du bestiaire, les créatures bouddhistes, ça m'a surtout rappelé Gantz Osaka, où il y avait tout ce bestiaire folklorique japonais, et c'est vraiment super cool, c'est très violent. J'ai hâte de lire la suite, même si... Alors le seul bémol que je trouve, c'est qu'il y a sur la dizaine pas d'évadés, mais de condamnés à mort, il y en a certains qui meurent très vite, ce qui fait qu'on sait rien d'eux. Et c'est un peu dommage, on te les tease, on dit ouais machin truc, le moine fou, patati patata, il meurt au bout de 2 chapitres. Tu fais bah c'était qui? On s'en bat les couilles. C'est un petit peu dommage de aussi peu développer ces personnages là, mais ça permet de développer les autres qui vont survivre pendant peut-être très longtemps. Quand je vois les couvertures, je vois plus ou moins qui est encore en vie au bout de 9 tomes. Donc ça me rassure sur certains personnages qui m'intéressaient. Mais voilà, si vous êtes curieux de Hell's Paradise, allez voir en librairie spécialisée. Ils ont peut-être encore l'offre de acheter un offert. Ça peut permettre de commencer une petite série de 3 tomes pour pas très cher. Pour 15€, vous avez 3 tomes. Vous économisez 7€. C'est déjà ça de gagner, on va dire. Et moi, ça m'a permis de commencer Hell's Paradise. Je vais sûrement m'acheter les 6 autres tomes prochainement. Donc restez actifs sur la chaîne pour voir quand est-ce que j'en parle. Et on finit avec The Promised Neverland, tome 16 sur 22. Donc l'année prochaine, c'est la fin de la série, normalement. Que dire si ce n'est que ce tome est fabuleux. Fabuleux. Il y a déjà tout le passage où Emma et Rei sont dans les 7 murs, et la notion du temps, de l'espace est totalement chamboulée. Et graphiquement, Demizu Posuka, je sais pas comment elle a pu imaginer ça. Et même Kayu Shirai, qui est le scénariste, comment il a pu imaginer un truc pareil, comment il a pu l'écrire pour aider la dessinatrice à dessiner ça. Je trouve ça incroyable, tout ce système où ils vieillissent, ils rajeunissent, mais qu'en fait c'est dans leur esprit, fabuleux. La rencontre avec la divinité des démons, incroyable. On découvre
l'origine de la promesse, et comment ça s'est fait, et comment, comme il s'appelle, Minerva a trahi les siens, et donc fait ce pacte, et pourquoi pourquoi le monde est scindé en deux, comment ça s'est fait, pourquoi il y a Minerva et son clan qui dirigent un petit peu l'entre-deux. Génial, c'était génialissime. Le fait qu'en plus, c'est une promesse, mais t'as aussi une condition, et la condition, tu es obligé de la respecter. Voilà, ça crée du... Ah, qu'est-ce qu'il a demandé à Emma? Qu'est-ce qu'il a demandé pour que Emma puisse accomplir sa promesse? On ne sait pas. Et en parallèle, on a Don et Gilda qui vont retrouver, je sais plus leur nom, excusez-moi, Mujika et Sonju, donc les deux démons qu'on avait croisés juste un petit peu après l'évasion. Donc on sait que Mujika peut empêcher les démons de manger, ce qui fait que c'est un électron libre et dangereux pour ce système en place. Et ils sont accompagnés d'une fille qui a été élevée par un démon, qui se met avec des loups, le design est fabuleux. Très clairement, j'aimerais limite un spin-off rien que sur elle. Voilà, c'est dit, je dis ça comme ça, parce que franchement j'adore son design, avec ses loups qui sont à côté d'elle, c'est assez intéressant, comme design, comme apparence, et le prochain tome va être incroyable, c'est sûr et certain. Là j'avoue qu'il y a un intérêt qui est remonté d'un coup dans TPN avec ce tome-là, j'ai hâte de lire la suite, c'est clair et net. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. Ça permet à la chaîne de grandir. Je le dis pas souvent, mais voilà, faut que je le dise au bout d'un moment, sinon personne partage et personne ne like, et personne ne commente, hein. Faut commenter. Et donc, vous avez en description des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.